Mais vous allez rien comprendre. C'est une chose. Oui. Oui, je reconnais tout le monde. Mais eux ne reconnaissent pas. Et même mon beau-père. Et c'est lui qui a eu l'idée. Hein, C'est Vincent? lui qui a eu l'idée. Non, c'est vous deux, non? Oui, non, mais de filmer, c'est Vincent. Eh bien, le secret était bien gardé parce qu'il y en a à qui j'ai parlé plusieurs fois cet après-midi. Hein, et ils n'avaient pas l'air suspect, ni comme ça, cauteleux. Hein. J'ai même rencontré Philippe de Braventaire, hein, en un lieu nécessaire, comme on dit. Ça va? Il n'y a plus beaucoup de nouvelles, ça va? Je vais aller dire bonjour de l'autre côté. Eh bien, c'est bien gentil d'être venu. Oh là, qu'est-ce que Oui, elle n'est pas bien. ça va, Didier? Tu viens de Paris, là? Oui. Eh ben. Bon. Si vous prenez mon bouquin, hein, vous avez une synthèse au chapitre 4 de ça. En principe, il y a 2 exemplaires à la bibliothèque. Ça s'appelle La relation au monde, et c'est là où je parle de ça, si vous voulez. Donc vous pouvez vous aider de ça pour essayer d'un peu mettre ensemble. Mais Vouillou, c'est quelqu'un qui travaille très bien. Il travaille. La seule chose que je ne partage pas avec lui, c'est son enthousiasme pour l'esthétique de Nelson Goodman. Mais il y en a un autre, là, Rodriguez, là, qui est juste à côté de M. Couvreur. Lui aussi, il aime beaucoup Goodman. Moi, je ne sais pas, je suis moins enthousiaste qu'eux. J'aime aussi beaucoup. Quoi? J'aime aussi. Oui, mais je trouve qu'il y a quand même des problèmes. Enfin, bon. Mais vous pouvez regarder le chapitre 4 du bouquin, mais sinon, je peux vous l'envoyer par email. Mais sinon, si vous ne le trouvez pas, ou si jamais, vous me le dites et je vous envoie. Ça va? Oui, bien entendu, Yacoub, mais ils m'ont fait une surprise, parce que c'est mon dernier cours. Hein. Ah ouais, c'est de toute ma carrière. C'est... Oui. Oui, mais c'est gentil. Oui, je le sais. Ne partez pas tout de suite parce qu'il y a un verre. Après, à la fin du cours, on a un bâtiment D, mais on n'avait qu'à nous suivre. Ah ouais. On va leur montrer où se trouve le bâtiment D. Enfin, normalement, tout le monde. Bon, écoutez, c'est une merveilleuse surprise, mais du coup, vous me coupez les ailes parce que j'étais lancé dans un développement extrêmement précis et intéressant que vous ne sauriez suivre. Mais je vais quand même essayer de faire un compromis entre les deux. Mais avant tout, même si finalement il n'y a pas grand monde, enfin je parle de ceux qui sont vraiment concernés, je vais envoyer un mail à tout le monde pour dire qu'il y a un problème pour la remise du travail parce que le renseignement qu'on m'avait donné au secrétariat s'est avéré erroné. On n'a pas un mois après la fin de la session pour remettre les notes, il faut les remettre pour le 15 février. Je crois que c'est ça, d'après ce que j'ai compris. Non, mais c'est ce que j'ai, d'après le mail que j'ai reçu, c'est ça. Bon, alors qu'avant, on avait un mois et donc vous aviez un peu plus de mou. Bon, il faudrait remettre pour le lundi 12 février à 24 heures au plus tard. Ça va? Mais il y a moyen. Hein? Il y a moyen. Bon, ça c'est une chose. Donc la fois passée, ce que j'étais en train de leur expliquer, c'était... on regardait les 2 états d'un célèbre poème de Rimbaud qui s'appelle Mémoire dans le second état et qui s'appelle Famille maudite dans le premier état. Alors pendant longtemps, on n'a connu que Mémoire. Et puis au début des années 2000 est sorti Famille maudite
lors d'une vente publique à Drouot de papier venant de la famille de la femme de Verlaine. Donc ça veut dire qu'on sait à peu près que Famille maudite a été écrit avant le début juillet 1872, date à laquelle Verlaine et Rimbaud sont partis, ont quitté Paris. Alors on regardait un peu les variantes entre ces deux états, et un des points qui m'intéresse dans ce genre de problème, ce sont les mécanismes cognitifs qui sont à l'œuvre quand un artiste, un poète, corrige ou même réécrit un texte. Parce que, somme toute, on a l'habitude de lire des éditions critiques dans lesquelles les variantes sont, dans le meilleur des cas, en bas de page, et dans le pire des cas, style Pléiade, au bout du volume, est mélangé avec des notes explicatives, ce qui fait qu'on ne comprend à peu près rien. Hein. On est obligé de faire un aller-retour entre la page 15 et la page 1082. Hein. C'est le système Pléiade, sans compter que le relevé dans la Pléiade est sélectif et n'est pas complet, ce qui n'est pas toujours dit, mais c'est le cas. Hein. Par exemple, pour Cocteau, mon ami Gullentops a dû introduire 5% des variantes qu'il avait relevées pour les recueils de Cocteau sur lesquels il avait travaillé. Hein, ça veut dire que c'est évidemment tout à fait trompeur, et bien entendu la Pléiade qui s'habille de l'allure d'un éditeur savant, ce qui n'est pas le cas en fait, ce ne sont pas des éditions philologiquement satisfaisantes, passe pudiquement sous silence ce genre de choses, et en plus pratique une politique assez ignoble, parce que je lui avais suggéré à l'époque, il était désespéré évidemment de voir 95% de ses relevés disparaître, et je lui avais dit, mais propose à Gallimard de créer un site dans lequel il y aurait uniquement l'apparat complet, pas le texte, mais l'apparat complet, et Gallimard a répondu que non, qu'ils avaient des droits sur l'apparat même s'il n'était pas publié par eux. Que le contrat impliquait qu'ils avaient les droits sur l'apparat, qui reste évidemment sur des ordinateurs ou sur des feuilles de papier quelque part. Hein. Bon, voilà. Bon. Donc, tout ça pour dire que très souvent, on relève des variantes, mais c'est sélectif. Et quand on fait des commentaires, en général, ce sont des commentaires ponctuels. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une interprétation d'un poème trouve une variante et il voit la confirmation de telle ou telle intuition qu'il a, mais il n'y a pas d'étude systématique de ce genre de corpus. Ok. Sans compter qu'il y a le modèle de l'édition des auteurs anciens qui pèse très lourdement, où là, vu l'éloignement temporel, les variantes sont considérées en réalité comme des corruptions. C'est tout le problème de savoir s'il y a des variantes d'auteurs dans les textes grecs et latins. Il y en a sans doute, mais on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir, et donc on est obligé de choisir une des leçons à tester et considérer les autres comme des altérations produites à un moment donné. Parce qu'on ne peut pas. C'est un cas intéressant, c'est un cas où il y a sans doute eu des variantes d'auteurs, mais on ne peut pas le savoir. Tout simplement. Et donc ce modèle-là, qui est celui de l'édition des auteurs anciens, pèse très lourdement sur l'édition des auteurs modernes, où là, on peut décider si on a affaire à une corruption, ce qui est le cas, une coquille d'impression par exemple, ou si on avait réellement des variantes. Alors dans le cas de Rimbaud, donc ici pour mémoire, il y a 2 manuscrits complets, autographes tous les 2, qui sont en plus datables par des arguments externes. La date à laquelle Rimbaud et Verlaine ont quitté la famille Mottet, la famille de Mathilde. Des arguments pour mémoire relatifs à ce dont il est question dans Une saison en enfer, qui permet aussi de dater mémoire approximativement, et puis des arguments graphologiques qui sont dus à Steve Murphy, et qui a montré que le F de l'écriture de Rimbaud évoluait fortement, il était encore très jeune, et donc son F a fortement évolué, et on peut repérer
la chronologie relative, non pas nécessairement la datation, mais la chronologie relative de certains états, notamment d'après la forme des F manuscrits chez Rimbaud. Et donc, on sait que mémoire est le second état, et d'ailleurs, c'est confirmé par toutes sortes de choses, j'en ai parlé la fois passée. Il y a des vers faux, il y a 2 vers faux dans Famille maudite, il n'y en a pas dans mémoire, et puis il y a aussi d'autres aspects intéressants, notamment la suppression des majuscules initiales de vers qui ne sont pas requises par l'orthographe commune dans le second état et pas dans le premier, ce qui est une manœuvre d'écriture que Rimbaud a pratiquée dans ses poèmes les plus tardifs. Donc on a une idée très claire. Bon. Alors le problème, c'est qu'à la fois Famille maudite et Mémoire sont des poèmes éminemment obscurs. Et donc on a un double problème. On a le problème des variantes, de la genèse du texte, et puis on a le problème de l'interprétation. Bon. Personnellement, je trouve qu'il ne faut pas se ruer vers une interprétation. De façon générale, d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas se ruer vers une interprétation, parce que l'être humain est un animal interprétatif. Dès qu'il est face à un texte énigmatique et tout, il se rue vers une interprétation. Hein, bon, et ensuite, en général, il se bat férocement contre ceux qui ne la partagent pas, avec des arguments du genre « mais vous ne comprenez pas le français », des trucs de ce genre-là, hein, alors que face à un texte énigmatique, il faut faire très attention. Donc il faut éviter d'interpréter, il faut éviter, c'est pas du tout, je ne suis pas hostile à l'interprétation, un genre postmoderne, c'est pas ça du tout ce que je dis, hein, ça n'a rien à voir, mais il faut éviter d'aller vers une interprétation avant même d'avoir étudié les processus qui me semble-t-il, qui sont à l'œuvre. Alors on avait travaillé avant sur un poème de Mallarmé qui s'appelle Le Guignon, qui est assez connu, et où Mallarmé a carrément, profondément réécrit son texte. C'est-à-dire il y a plusieurs états, hein. Il y a des états manuscrits, des états publiés, mais il y a fondamentalement 2 états du Guignon. Un premier état qui est celui qui est paru dans Les Poètes maudits de Verlaine, en 1883-1884, et puis un autre état qui a assez vite succédé au premier, qui est de 1887, où Mallarmé a totalement retravaillé le poème, pour la première édition, d'ailleurs, de ses poèmes en recueil, édition qui reproduisait, d'ailleurs, la transcription manuscrite par Mallarmé lui-même de certains de ses poèmes. Ce n'est pas tout Mallarmé, bien entendu. Alors, ce qui se passe, c'est que dans la réécriture du Guignon, il y a de forts arguments. Je dis que ce sont des forts arguments parce que c'est les miens. Hein. Je suis le premier à l'avoir dit, mais je pense que j'ai raison, franchement. Là, non, mais on n'est pas toujours sûr, mais là, j'ai vraiment l'impression d'avoir raison. Il y a des arguments très forts pour dire que le second poème admet une lecture politique. Et ce qu'on avait vu, c'est qu'il y a une substitution textuelle qui est assez intéressante. À un moment donné, Mallarmé parle de personnages qu'il présente comme des espèces de pèlerins errants, des espèces de moines errants, etc. Bon, et il dit d'abord, je ne reproduis pas ici le texte exact, il dit d'abord qu'il se trouve dans des ravins nocturnes, ok ? Et au moment où il réécrit, donc où il produit la deuxième version, il remplace ravin par défilé. Alors cette modification n'a généralement pas attiré l'attention des commentateurs. Ils ont sans doute considéré que c'était une substitution quasi synonymique. Ravin, défilé. OK ? Là, le seul commentaire que j'ai trouvé sur cette substitution, c'est un commentaire par Émilie Noulet, qui était de notre maison, et qui dit que défiler souligne davantage l'infortune du sort humain. J'avoue, je ne vois pas vraiment ce que ça peut. Peut-être c'est plus long un défilé qu'un ravin. Je ne sais pas, c'est quelque chose comme ça, je suppose. Non, mais bon, il ne faut pas rigoler. Le problème n'est pas. C'est pas un problème facile de savoir pourquoi quelqu'un change ravin pour défiler. Hein, c'est sûr. Hein, s'il change je vous hais en je vous aime, on comprend assez bien ce qui se passe. Mais ravin et défilé, bon, pourquoi? Okay. Alors on va dire, ah oui, c'est pour la métrique, parce qu'il avait besoin d'une syllabe en plus. Ça, c'est un type d'explication qu'on trouve.
C'est la plus bête parce que, de manière, tiens, voilà l'homme avec les variantes de Cocteau. Je racontais ton infortune. Mais va pas si loin, viens par là. Ouais. Ouais. Il a fait un bouquin sur les mondes de Jean Cocteau, et avec aussi un CD-ROM qui est une splendeur. Hein, Dominica? Magnifique. Pas un seul. Oui, mais celui-là, les mondes de Jean Cocteau. Oui, celui-là est magnifique. Écoute, quitte à blesser ta modestie, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Bon, alors, bref, pour en revenir à nos moutons, on va dire, ah oui, mais il a besoin d'une syllabe en plus, hein, parce que, etc. Mais ça, comme dit Benoît de Cornulier, c'est un type d'explication assez stupide. Parce que, il a besoin d'une syllabe en plus parce qu'il a changé la formulation. Mais qui l'obligeait à changer la formulation, etc., etc., etc. En plus, Mallarmé, c'est quand même pas vraiment le plus maladroit des poètes. Donc, s'il avait besoin d'une syllabe en plus, peut-être qu'il aurait pu s'en sortir en regardant Ravin, et voilà, etc., etc. Donc, ça, c'est une mauvaise explication. Par contre, il y a une chose qui est évidemment intéressante, c'est que défilé admet une lecture qu'exclut Ravin, à savoir un défilé nocturne. Or, nous sommes en 1887, c'est-à-dire 2 ans après quoi? Germinal de Zola. Germinal de Zola, qui est la première incarnation littéraire de ce qu'on a appelé le Grand Soir, qui est un grand mythe de la fin du XIXe. C'est le moment où les opprimés vont se révolter. Hein. Et donc, on peut se dire que ces défilés nocturnes, c'est plus des ravins, on n'a plus affaire à de la géographie, mais on a affaire réellement au Grand Soir, c'est-à-dire à des révoltés, n'est-ce pas, Et si on regarde l'ensemble du poème, et surtout la première partie dans cette lecture-là, ça marche assez bien. Et globalement, on arrive à montrer que dans le second guignon, il est question du drapeau noir et du drapeau rouge, c'est-à-dire les deux versants de la révolte, comment dirais-je, à l'époque de Mallarmé, avec, dans le guignon de Mallarmé, comme, là je suis d'accord avec toi, comme chez Verhaeren après coup, finalement quand même le noir qui l'emporte sur le rouge, au moins en termes d'affinité intellectuelle, émotive, etc. Je parle à David parce qu'il a publié d'abord avec Hans van de Voorde en néerlandais un recueil sur les anarchistes autour de Verhaeren, et puis il a publié un livre très intéressant sur Verhaeren et l'anarchie, mais qui porte un drôle de titre, hein, Verhaeren inédit. Enfin, bon. Pourquoi tu n'as pas appelé ça Verhaeren et les anarchistes? On joue avec les mots. C'est un Verhaeren qui est complètement inédit. Oui. On ne s'attend pas à trouver. Oui. Mais moi, gros connard que je suis, j'ai vu ce titre et je me suis dit, il ne doit pas être question des anarchistes là-dedans. C'est basé sur des inédits. Mais c'est vrai, ce sont des inédits. Dans des revues anarchistes qui ne sont pas considérées par les spécialistes de Verhaeren. Voilà. OK. Bon, alors, donc voilà. Alors, ce qui va m'intéresser ici, c'est un exemple qu'on trouve dans Mémoire. Vous avez le texte, les autres, je vais leur expliquer un peu de quoi il est question. Bon, c'est assez compliqué. Hein. Bon. Donc, dans Famille maudite, vous avez le vers suivant. Et l'antique matin tend ses réseaux limpides. Donc l'antique matin tend ses réseaux limpides. Hein, c'est le vers 9 de Famille maudite. Alors ça devient dans Mémoire, et, toujours et, l'humide carreau tend ses bouillons limpides. Bon alors, à l'époque où on ne connaissait pas
bon, je dis tout de suite que le « et », ce n'est pas du tout une interjection familière à l'époque. Dans la langue classique, c'est une interjection noble. Aujourd'hui, ça apparaît totalement familier, mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Dans la langue littéraire du XVIIe, qui limite beaucoup dans ses poèmes, c'est une interjection plutôt noble. Tu es d'accord, hein? Mais il y en a chez Racine. Ben oui, il y en a chez Racine. Voilà. Ouais. Bon, ok. Donc, où en étais-je? Ah oui. Donc, laissons le « et » maintenant. Alors, évidemment, tant qu'on connaissait que mémoire, comme il est question d'eau là-dedans, dans ce poème, puisqu'il est question, au fond, d'une rivière qui coule, quelque chose comme ça, qu'on peut identifier causalement à la Meuse, à Charleville, biographiquement, ok? Mais évidemment, le poème ne dit pas « c'est la Meuse, à Charleville », etc. Hein? Bon, c'est bon. Ok, non, mais bon, voilà. Hein? Mais bon, il y a de bonnes raisons pour dire que causalement, je dis causalement parce que c'est pas parce que causalement le souvenir de la Meuse à Charleville a joué un rôle, c'est pas pour ça que c'est l'objet du texte. Hein. C'est la différence entre l'objet de quelque chose et la cause de quelque chose. C'est pas la même chose. C'est comme pour les émotions. Hein, je peux être ému parce que je prépare une grippe, mais je peux avoir une émotion, je sais pas moi, face à la fin de Madame Bovary. Hein, la cause, c'est que je prépare une grippe, mais comme je suis en train de lire Madame Bovary, l'objet, c'est la fin de Madame Bovary. Hein. Bon, c'est un peu la même chose ici. Hein. Donc, causalement, c'est sans doute ça, mais l'objet, c'est autre chose. Bon, alors, comme il est question d'une rivière, etc., on a immédiatement les rimbaldistes, pardon, les spécialistes de Rimbaud, les rimbaldistes, ont immédiatement dit « Ah ben l'humide carreau, c'est la métaphore traditionnelle qu'on trouve en latin très fréquemment, hein, qui assimile la surface de l'eau à du verre. Hein. C'est d'autant plus vraisemblable que Rimbaud a composé un poème en vers latin dans lequel il y a un passage que tout le monde admirait beaucoup et où il y a cette métaphore. Passage sur lequel des latinistes, y compris moi d'ailleurs, se sont exprimés très imprudemment. Hein, Marconi, dans son édition des poètes latins, très bonne édition italienne des poèmes latins de Rimbaud, Tucker, qui a travaillé là-dessus aussi, et moi, dans Europe, un numéro sur Rimbaud, on a tous dit que c'était extraordinaire ce passage, que ça dénotait, etc., avant qu'on ne découvre, c'est pas nous qui l'avons découvert, c'est sur Internet quelqu'un qui est au Brésil et qui s'intéresse à Rimbaud, qu'en fait il avait copié 3 vers d'un humaniste qui s'appelle Ange Policien, tout simplement. Il avait pompé Ange Policien, et voilà. Et c'est vrai que c'est très réussi, mais c'est pas de Rimbaud. Bon, voilà. Mais bon, c'est une métaphore très courante, hein, la métaphore qui assimile la surface de l'eau à du verre, et donc, bon, on a dit, bon, ben voilà, ça c'est bon. Hein. Alors, il y a le problème des bouillons, qui est apparu. Hein. Bon, évidemment, on peut songer à de l'eau qui bouillonne, c'est clair, mais il a été remarqué très vite qu'entre carreau et bouillon, il y a une relation qui, à l'époque, était très accessible, ce qu'on appelle bouillon, les bulles d'air qu'il y a dans du verre artisanal, les bouillons. Ça frappe beaucoup les enfants parce que quand vous regardez un verre où il y a des bouillons, il y a des déformations, etc. Dans la maison que j'habite, qui est 1926, il y avait encore des bouillons sur certains verres de fenêtre. Et Mireille me racontait que quand elle était petite, qu'elle venait, parce que c'était la maison de ses grands-parents, elle allait voir à travers les bouillons, en fait. Bon, c'est un emploi qui est plus très fréquent aujourd'hui, mais qu'on trouve bien attesté. Ok. Bon, et donc il y a eu un consensus qui s'est établi assez rapidement hein, sur l'idée de dire, bon, c'est de l'eau, sans doute, bon, le bouillonnement, mais aussi il y a carreau pris au sens littéral finalement, avec bouillon. Hein. Alors ça illustre un phénomène de la langue poétique que vous n'avez pas dans la langue courante, c'est-à-dire que le veto sur la polysémie ou sur l'homonymie ne s'applique pas. C'est-à-dire que vous avez des lectures pas concurrentes, hein, concomitantes finalement. Hein, parce que bon, un carreau peut être humide, une fenêtre peut être humide, n'est-ce pas? Mais on avait quand même un problème avec ça. Hein.
tout le monde bloquait sur tendre. Qu'est-ce que ça veut dire, tendre? Il y a eu toutes sortes d'explications dont certaines étaient particulièrement cherchées. Enfin, il y a un gars qui disait, mais tendre, c'est le verrier qui étale le verre. Enfin bon, il y a eu toutes sortes de tentatives. Bon, et puis on est tombé sur, évidemment, famille maudite. Ok, alors là, qu'est-ce qu'on a? On a l'antique matin tend ses réseaux limpides. Bon, on a réseau et pas carreau. Bon, réseau et pas bouillon. Mais je pensais à carreau parce que vous allez voir pourquoi. Bon, alors tendre des réseaux, ça, dans la langue de l'époque, c'est intelligible. Il faut comprendre réseau au sens de filet. Ok, comme on tend des filets, c'est un latinisme finalement, réseau, rete. C'est un latinisme pour filet, hein, mais aussi ça peut être la toile de l'araignée, qui souvent est considérée comme un filet, etc., etc. Bon, ok. Donc tendre des réseaux, ça peut être le geste, par exemple d'un oiseleur, hein, qui met des filets pour attraper des oiseaux, ok. Ça peut aussi être, au fond, l'activité de l'araignée qui tisse, comme on dit, mais autre métaphore, hein, qui tisse sa toile. Okay. Et qui tend, au fond, ça, hein, parce qu'il faut que ce soit tendu pour qu'on attrape bon, ok. Voilà. Mais alors, on a antique, évidemment, et puis on a matin. Bon. Alors, on peut assez rapidement remarquer, bon, ça a été remarqué, je ne sais plus par qui, hein, parce qu'il y a énormément de littérature là-dessus, il a été remarqué que matin marche très bien si on prend la piste de l'araignée, parce que vous avez un dicton bien connu, hein, araignée du matin, chagrin, n'est-ce pas, qui est un truc qui est dans la mémoire, qui à l'époque était dans la mémoire de tout le monde. Ok ? Bon. Et donc, la piste de l'araignée marche assez bien. Mais, et je reviendrai à ça, mais évidemment, le problème qu'on avait, c'est de se dire, mais comment il est passé de l'un à l'autre? Comment est-ce qu'il a pu passer de l'un à l'autre? Bon, alors moi je me suis tapé, comme toujours, hein, sur Frontex, les occurrences de réseau, de bouillon, etc., etc., etc. Et finalement, de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, hein, parce que c'est vraiment ça, je suis tombé sur une piste assez inattendue qui est Théophile Gautier, le capitaine Fracasse. Bon, pourquoi? Bon, il y a de fortes raisons, de très fortes raisons pour penser que Rimbaud a lu le capitaine Fracasse, qui a quand même été un succès assez considérable à l'époque, premièrement. Deuxièmement, pour les étudiants qui ont suivi le cours, Gautier intervient dans cette histoire, on l'a vu à propos du Guignon, on l'a vu à propos de Baudelaire, etc. Et en plus, ça j'explique en gros pour le public. Hein. En gros, c'est ceci. Une des sources intertextuelles les plus claires de mémoire, c'est un poème de Baudelaire qui s'appelle « Le coucher de soleil romantique ». Qu'est-ce que c'est que ce poème? Ce n'est pas un terrible poème, d'ailleurs, c'est un sonnet. C'est un sonnet que Baudelaire a écrit à la demande d'un ami à lui qui s'appelait Asselineau. Bon, Asselineau préparait un volume intitulé « Histoire du romantisme ». Je ne sais plus très bien le titre, j'ai ça quelque part, mais enfin, bon, vous en passerez aisément. Bon. Et il avait pensé demander à Baudelaire et à Théodore de Banville de composer chacun un poème. L'un sur le déclin du romantisme et l'autre sur le fait que le romantisme n'était pas mort, qui était toujours bien vivant. Ce qui veut dire que Baudelaire a écrit Le coucher de soleil romantique et Banville a écrit un poème qui s'appelle Le lever du soleil romantique. Et ensuite, il a appelé ça l'aube romantique. Bon, ça s'est mal goupillé parce que Baudelaire a livré son poème et Banville a mis un temps fou. Il n'est pas arrivé à temps. Enfin, bon, il y a eu des problèmes. Le coup qu'Asselineau voulait faire n'a pas vraiment marché. Mais enfin, on a ces deux poèmes. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe dans le poème de Banville? Banville reprend une thématique. Donc, ce que Banville dit, c'est
le romantisme, il n'est pas mort, il est toujours bien vivant, tandis que ce que dit Baudelaire, c'est le romantisme, c'est fini. Okay. C'est un peu, vous savez, John Neal regretté, disant le rock n'est pas mort, etc. Hein, vous savez, le rock est mort, le rock n'est pas mort, le ceci. Hein. Bon, non, mais c'est tout le temps. Hein. En art, vous avez tout le temps ce genre de choses. Le surréalisme est mort, non, il n'est pas mort, etc., etc. Bon, ok. Donc c'est un peu ça. Hein. Alors, dans le poème de Baudelaire, Le coucher de soleil romantique, il imite un passage de Sainte-Beuve qui lui-même inverse un passage d'Ovide. Et dans ce passage, en fait, quelqu'un court derrière le soleil qui se couche. Hein, dans le passage de Sainte-Beuve, c'est un homme et une femme qui courent vers le haut d'une colline pour rattraper le soleil qui se couche. Okay. Et donc, dans le poème de Baudelaire, c'est ça qui dit « Courons vite, le soleil se couche », etc. Bon. Alors à ça, que répond Banville? Ben, il ne répond pas directement sur cette histoire de soleil qui se couche, mais il reprend une thématique qui était très courante dans son milieu à l'époque, qui est la thématique du château romantique. Qu'est-ce que c'était le château romantique? Bon, c'est une thématique qui est liée à la mode des châteaux, vous savez, qui commence en 1830 et même avant, n'est-ce pas, avec le roman gothique et tous ces machins-là. Bon, et qui assimilait le château au cercle de la bohème romantique. C'est les fameux petits châteaux de Bohème de Nerval. Okay. Au fond, les petits châteaux de Bohème de Nerval, ben, c'est les cercles du romantisme de Nerval, de Gautier, de Pétrus Borel et tous ces gens-là, le cercle de la bohème romantique, et leur univers est assimilé à une sorte de château. Okay. Bon. Alors, il y a eu toute une série de poètes qui ont développé ça, notamment Glatigny, qui est un poète injustement oublié, un excellent poète, et que Rimbaud connaissait très bien, pas l'individu, enfin il l'a peut-être croisé, mais il connaissait très bien l'œuvre, parce que Glatigny avait écrit pas mal de poèmes un peu cochons, et Rimbaud s'intéressait beaucoup à l'obscénité en poésie. Hein. Et donc, Glatigny a écrit Le Château romantique, mais vous avez aussi, Mallarmé a fait un essai qui s'appelle Le Château de l'Espérance, qui est demeuré inédit jusqu'en 1929. Qu'il n'a jamais publié, mais qui ensuite a été... mais dont il a réutilisé certains matériaux dans d'autres poèmes beaucoup plus tardifs. Bon. Alors, parmi cette production sur le château romantique, il y a un très important texte de Gautier qui s'appelle « Le château, d'abord de la misère, premier état, et puis il change en le château du souvenir ». Alors, de quoi il est question là-dedans? Ben, il dit... voilà, le vieux château romantique, il est en ruine, etc., etc., etc. Mais il y a mes potes, hein, Pétrus, un tel, hein, Gérard, etc. Et il commence à parler de tous ses potes. Et puis finalement, mais quand même, on n'est pas mort, mais quand même, hein, c'est l'éternel truc. Hein. On a l'air mort, mais on ne l'est pas, etc., 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 etc. C'est un très beau poème, d'ailleurs, c'est très beau. Et si vous lisez Le Capitaine Fracasse, c'est un peu la même chose qui se passe, parce que le capitaine Fracasse a deux fins. Hein, c'est-à-dire, vous avez une fin sinistre, et puis, apparemment, cette fin sinistre n'a pas plu à l'éditeur à l'époque, qui a demandé à Gautier d'en refaire une, et puis il y a une fin heureuse, il y a deux fins. Mais ce qui se passe, c'est que le pauvre héros du capitaine Fracasse, Sigognac, vit dans un château complètement délabré. N'est-ce pas ? C'est le château romantique délabré, etc. Mais la fin heureuse, viendra évidemment inverser complètement les choses. Donc c'est le thème du château romantique. Alors Rimbaud connaissait très bien ce thème-là, parce qu'il l'a utilisé à fond dans ses derniers poèmes, aux saisons, au château, etc. Si vous lisez les derniers poèmes de Rimbaud, c'est rempli, n'est-ce pas, de cet imaginaire romantique à l'allemande un peu, etc. Enfin, à l'allemande entre guillemets, et ainsi de suite. Bon, bref, voilà. Donc on en est là. Alors ce qui se passe, c'est que dans mes recherches sur les carreaux, les bouillons, les réseaux et tous ces trucs-là, j'ai cherché, et puis finalement, je suis tombé sur le début du Capitaine Fracasse. Alors, je ne pourrais pas vous citer ça de mémoire, hein. C'est le cas de le dire, mais
Bon, ben, je vais vous lire mon texte. Tiens. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dis? On a cru discerner, ici, mis de carreau, l'image d'un carreau emprisonnant des bulles de gaz, ce qui est l'hypothèse des bouillons, au sens des bulles de gaz. D'une rivière bouillonnante, d'une vitre ruisselante de pluie, d'une fenêtre encadrée d'étoffes bouillonnées. Ça, c'est moins pertinent, on ne voit pas très bien, mais c'est des hypothèses qui ont été avancées, n'est-ce pas? Ou encore celle d'une cheminée à la base carrelée où chaufferait une marmite. Ça va vraiment pas très bien. Mais c'est parce que le gaz songeait au bouillon, on prépare du bouillon. Bon, ben oui. Oui, mais quand on ne comprend pas, il faut chercher. Bon. Alors, si on veut maintenir un lien génétique intelligible entre ça et ça, OK, si on veut, c'est très intéressant. Il convient de découvrir dans la version initiale un élément qui ait pu déclencher la réécriture. OK. Alors, dans un autre poème de Rimbaud qui s'appelle Jeune ménage, il y a une piste. OK. Jeune ménage, c'est un poème qu'on a traditionnellement interprété comme faisant allusion au couple Verlaine-Rimbaud, et ça ne colle pas du tout. Ça ne va pas du tout. Parce qu'il y a plein d'allusions à l'histoire sainte et à l'imagerie chrétienne. En fait, le Jeune ménage, c'est Joseph et Marie, en réalité. C'est un poème blasphématoire, comme souvent chez Rimbaud. Et donc, dans Jeune ménage, et ça a été montré par Bernard Meyer et par Benoît de Cornulier de façon éclatante. Dans Jeune ménage, il est question de résille dans les coins. Donc, il dit en gros, la maison est mal tenue. La Vierge n'est pas une bonne ménagère, etc. Il y a des résilles dans les coins. Les résilles dans les coins, c'est les toiles d'araignée. Résille est un des termes qu'on utilise métaphoriquement pour des toiles d'araignée. Okay, donc il y a des résilles dans les coins. OK. Alors, le fait est que... Donc ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que ça veut dire que résille va dans le même sens que l'attribution à l'araignée, n'est-ce pas? Des réseaux. Bon. Alors, résille et réseau sont souvent... peuvent se substituer, n'est-ce pas? Dans toutes sortes d'emplois. Mais le fait est aussi que... on appelle réseau le dispositif en plomb qui tient les verres d'un vitrail. On appelle ça des réseaux. OK. Bon. Or, il faut savoir qu'il y a des allusions, même dans Jeune ménage, il y a des allusions au vitrail. Fatalement, puisque c'est de l'imagerie chrétienne, etc. Tournée en ridicule. Bon. Et donc, on aurait... alors, si on cherche dans Franc-Texte, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve chez Balzac des vitraux retenus dans leur réseau de plomb. Voilà, vitraux retenus dans leur réseau de plomb. Gautier, dans Le Capitaine Fracasse, les vitres de l'église en tremblèrent dans leur réseau de plomb. Bon, voilà. OK. Alors, mais plus intéressant, si on regarde le début du Capitaine Fracasse, on a les deux autres fenêtres montraient des vitres bouillonnées. Des vitres bouillonnées, tremblant à la moindre pression de la bise dans leur réseau de plomb. Vous avez les vitres bouillonnées, c'est des vitres avec des bouillons. Ce qui veut dire que l'idée qu'on ait affaire à des étoffes bouillonnées, par exemple, est exclue, puisqu'on a bien l'usage de bouillonner pour des vitres. C'est-à-dire des morceaux de verre qui constituent finalement par assemblage un vitraux. OK. OK. Donc, la marmite ou les étoffes bouillonnées sont sans doute à exclure, n'est-ce pas? Mais par contre, évidemment, la métaphore aquatique, elle, reste tout à fait accessible. Et d'ailleurs, chez Gautier, Capitaine Fracasse, dans un fossé, miroitait en carreaux verts, pluriel, une eau brillante et vive, etc., etc. Alors ça illustre un mécanisme un peu analogue au défilé de Mallarmé, c'est-à-dire ce que vous avez... Donc les étudiants ont ça, mais je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Donc, vous avez l'antique matin, temps c'est réseau limpide. OK. Alors, je vais effacer. Bon. Oui, voilà, on est là. L'antique matin, temps c'est réseau limpide. Bon. Alors...
ça vous fait basculer vers quoi? Ben, vitrail. Vitrail, bon, grésille, hein, fatalement. Vitre, carreau, voilà. Hein. OK. Bon, alors carreau, évidemment. À partir de carreau, hein, métaphore, vous tombez sur eau. OK. Hein, et eau humide. Voilà. Vous voyez le truc. Hein, c'est-à-dire que vous avez une espèce de généalogie, au fond, des concepts qui coopèrent. Et puis, de l'autre côté, hein, vous avez évidemment bouillon. Et bouillon, évidemment, lui-même est ambigu, hein, puisque bouillon, hein, ça marche aussi bien avec vitre et carreau qu'avec eau bouillonnante. Donc, vous avez une espèce de réseau conceptuel, comme ça, qui est à l'œuvre. Hein. Bon. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Hein, puisqu'on a affaire à une araignée, hein, très vraisemblablement à l'araignée du matin, un autre passage du texte s'éclaire. Alors, quel est le passage du texte qui s'éclaire? C'est la chose suivante. Bon, là, c'est un peu compliqué. Donc, il écrit Madame, c'est autobiographiquement, c'est la mère Rimbaud. Hein, Vitalie Cuif, hein, qui est très mal considérée par beaucoup de Rimbaldiens ou de Rimbaldistes, alors qu'en réalité, c'était plutôt une victime. Hein, je veux dire, avoir Rimbaud pour fils... bon, non, mais bon... Non, mais c'est vrai. Bon, hein, en plus, son mari l'avait laissé tomber, etc. Ben, bon. Bref. Hein, donc, il dit hein, Madame se tient trop debout dans la prairie. J'en reparlerai un peu après. Donc, dans la prairie, prochaine ou neige les de travail. Je vous allez voir pourquoi. Donc, il parle de la prairie. Je fais grâce de prochaine, j'en ai déjà parlé. Hein, les gares prochaines, etc. De Verlaine. Hein. Donc, la prairie où neige les imprononçables, parce qu'il n'y a pas moyen de prononcer en même temps les deux. Ah oui, on ne sait pas. Où neige les du travail. On ne sait pas parce que le problème, c'est que ça peut être où neige les fils du travail, ou bien où neige les fils du travail. Hein? Bon, alors il y a évidemment, historiquement, il y a eu les partisans de fils, il y a eu les partisans de fils, mais il est très vraisemblable qu'en réalité, c'est délibérément ambigu. C'est un cas où on a en fait une forme écrite qui n'est pas prononçable. Si, successivement, mais on ne peut pas prononcer en même temps. Hein. Bon, ok. Ce n'est pas le seul cas. Hein. Il y a un poème de Mallarmé où on a la, enfin lac avec S, ben, le pitre châtier, et où on a quand même des raisons assez valides pour dire que c'est à la fois des lacs et des la qui lient, n'est-ce pas, des lacets, hein, si vous voulez, dans lesquels on est pris. Bon, surtout que Mallarmé devait savoir, comme tout le monde à l'époque, que l'expression être dans le lac ou tomber dans le lac vient en fait de être ou tomber dans le la. Hein, c'est-à-dire qu'au départ, on disait tomber dans le la, dans le piège. Et c'est secondairement que c'est devenu tomber dans le lac. Bon. Donc c'est pas le seul cas, n'est-ce pas, de formes qui sont écrites et qui sont d'une ambiguïté irréductible, en ce sens qu'on ne peut pas avoir une séquence orale unique qui capte évidemment les deux. Parce que ce n'est pas une question, c'est pas un mot qui a deux sens, parce que si vous prononcez un mot qui a deux sens, bon, ça peut activer les deux, mais ici, ce n'est pas le problème, vous devez le prononcer différemment selon le sens. Et donc, voilà, la phonologie est fondamentalement différente. Bon, alors, il y a des arguments évidemment très forts en faveur de l'idée que ce sont les fils, puisqu'il est question d'enfants dans la prairie, et que le mot travail, évidemment, fait allusion à l'accouchement, ou à l'accouplement. Hein? Bon, l'accouchement, ça c'est connu, c'est l'expression une femme en travail, etc. Mais chez Rimbaud, il y a aussi un emploi de travail au sens de accouplement, coït. Ok ? Et on trouve ça chez Baudelaire aussi, qui parle des débauchés et leur travail, en fait, ils baisent, quoi.
C'est ça que ça veut dire. Donc le mot travail, mais c'est la même chose, n'est-ce pas? Les fils, qu'ils soient issus de l'accouchement et qu'ils soient issus de la copulation, hein, bon, ça c'est la lecture des fils. Bon. Mais évidemment, ça marche aussi bien avec l'araignée. Oui, ah oui, hein, bon, parce que l'araignée, bon, elle tisse ses fils. Métaphore hein, qu'on trouve beaucoup. Hein. Je suis en train de travailler sur un corpus de devinettes latines du VIe siècle, hein, où il y a une devinette sur l'araignée, et la devinette est entièrement fondée là-dessus, hein, sur le rapport métaphorique entre le travail de l'araignée, enfin le comportement créateur, enfin ce que fait l'araignée, et d'autre part, toute la technique du tissage. Okay. Bon. Alors, ça peut être l'araignée ou ça peut être évidemment les fils. OK. Si c'est l'araignée, on a évidemment matin qui est un déclencheur qui vous envoie à araignée du matin. OK. Voilà. Hein, araignée du matin, chagrin, hein, dicton, etc. Et puis ensuite apparaît le fil de l'araignée. Il y a une locution qui emploie le mot fil pour des toiles d'araignée, c'est l'expression les fils de la Vierge. Ce sont des toiles d'araignée qui apparaissent au mois d'août, en été. OK. Alors évidemment, on voit bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas? À partir du moment où on a les fils de la Vierge, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu un fils. Ah oui, bon. Hein? Et c'est important parce que Madame se tient je vous lis le passage hein, dans Mémoire. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Madame se tient trop debout dans la prairie. Hein. » Le trop debout, je vais y revenir dans un instant. « Madame se tient trop debout dans la prairie, prochaine où neige les fils du travail, l'ombrelle au doigt, donc elle tient une ombrelle, foulant l'ombelle, donc là il joue sur le fait que ombelle, ça désigne une plante qui a des fleurs, mais on peut faire du poison, n'est-ce pas, avec l'ombelle. Bon. Mais ombelle, ça veut aussi dire ombrelle en français classique. Pourquoi? Parce qu'en latin, c'était umbella. Hein? C'était pas umbrella, mais umbella, parce que quand vous faites un diminutif en ELL, il se substitue au R. D'accord? Ou à ER. Aguerre, agellum, agellus et tous ces trucs-là. Bon. OK. Et aguerre, agellum, etc. Bon. Et donc, il joue sur ombrelle et ombelle, mais elle foule l'ombelle. Donc, elle foule une plante dangereuse. Et il ajoute qu'elle est trop fière pour elle des enfants qui jouent, bon, etc. Donc, elle foule l'ombelle. Or, un des gestes classiques, enfin, une des attitudes classiques de la Vierge, c'est qu'elle foule le serpent. Ah oui, hein, la Vierge, du fait qu'elle a donné naissance au Sauveur, hein, est à l'origine de la défaite du serpent. Hein, elle foule le serpent. Seulement, elle a cette Vierge qui est Madame, disons que c'est la mère Rimbaud, hein, bon, n'est pas suffisamment humble, elle est trop debout. Alors, longtemps, Albert Henry disait que ça fait allusion à une illusion d'optique, et moi, je n'étais pas convaincu, mais attention, hein, bon, c'est pas évident, jusqu'au moment où je suis tombé sur un passage de Victor Hugo, qui permet de comprendre, à mon avis, ce qui se passe. Mais je vous avoue que je ne sais plus où ça se trouve. Donc, Ah oui, voilà. Dans Les rayons et les ombres, Victor Hugo écrit un poème qui s'appelle « Dans le cimetière de 3 petites étoiles ». Il va dans un cimetière et il dit « Je commence debout et j'achève à genoux ». Ah oui, hein, l'attitude de la dévotion, c'est pas d'être à genoux d'abord, non, on est debout et on s'agenouille. Souvenez-vous du Guignon, le peuple s'agenouille et leur mère se lève par hommage pour lui. Bon.
Donc là, elle est trop debout, c'est-à-dire elle devrait être à genoux, selon l'imagerie. Hein. Bon, et donc voilà, elle est trop debout. Bon, ok. Donc elle est trop fière. Hein. Donc ça c'est Rimbaud qui, évidemment, autobiographiquement, s'en prend à sa mère, à qui il accuse de n'avoir aucune empathie, alors que très vraisemblablement le problème était inverse. Je pense que c'était lui qui avait de gros problèmes d'empathie. Parce que son comportement, de manière répétée jusqu'à la fin de sa vie, dénote une absence d'empathie tout à fait évidente, y compris vis-à-vis de Verlaine, etc. Il y a une absence d'empathie constante, je trouve. Mais enfin, ça, c'est un autre problème. Bon. Donc, vous avez les fils de la Vierge, bon, les fils ou les fils de la Vierge, évidemment, au départ, c'est les fils de la Vierge, et puis, bon, ben, en même temps, c'est les fils. Bon. Alors, tout ça est un peu je dirais, peut paraître cherché, sauf que Michel Murat, grand poéticien, a travaillé sur mémoire, et il a découvert qu'une des sources de mémoire, c'est un poème de Marceline Desbordes-Valmore. Grande poétesse qui aujourd'hui est de plus en plus revalorisée et que Rimbaud et Verlaine admiraient. Ce qui était très significatif, d'abord parce que c'est la seule femme poète qu'ils admirent, mais en plus parce qu'ils avaient toutes les raisons de ne pas admirer les femmes poètes, parce que ils avaient vis-à-vis de la femme une attitude qui était quand même souvent assez méprisante, notamment Rimbaud. Hein, quand il résume dans une lettre ce qui se trouvait dans le Parnasse contemporain, il dit il y a ça, 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 et puis il y a les femmes. Voilà, point. Donc voilà, bon. Mais Marceline, à cause de la fréquentation de Verlaine, il a appris à apprécier Marceline Desbordes-Valmore, et d'ailleurs il a recopié un des vers de Marceline Desbordes-Valmore sur un de ses manuscrits, etc. etc., etc. Donc on sait aujourd'hui de façon assez sûre que l'admiration de Verlaine pour Marceline Desbordes-Valmore avait déteint très fortement sur Rimbaud dans ces années-là, 1872-1873. De façon assez sûre, philologiquement on peut considérer que c'est certain. Bon. Alors Marceline Desbordes-Valmore a écrit un poème que Michel Murat a déterré, et qui s'appelle, il n'est pas ici, il est dans un autre article, je n'avais pas prévu de faire un exposé aussi général, hein, qui s'appelle Sol natal. C'est un poème qui est paru en recueil en 1839, donc il n'y a aucun problème chronologique, etc. Alors qu'est-ce qu'elle dit là-dedans ? N'est-il pas de ces jours où l'on ne sait que croire, où tout se lève amer au fond de la mémoire, Pâques, mémoire, où tout fait remonter les limons amassés sous la surface unie où nos anses sont passées, mémoire, point d'exclamation, étang profond, donc de l'eau, couvert de fleurs légères, lac aux poissons dormeurs tapis dans les fougères. Quand la pitié du temps, quand son pied calme et sûr, enfonce le passé dans ton flot teint d'azur, mémoire au moindre éclair, au moindre goût d'orage, tu montres tes secrets, tes débris, tes naufrages, et sur ton voile ouvert, les souffles les plus frais ne font longtemps trembler que larmes et cyprès. Donc ça, c'est clair, c'est sur la mémoire. Bon. Donc on peut penser déjà là, hein, et puis il y a la métaphore de l'eau. Mais alors ça va plus loin, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un passage dans ce poème qui se trouvait sur le document que je pensais utiliser, où il est question des fils de la Vierge. Puis les petits enfants qui sautent sur les tombes aux lugubres arpents bordés d'humbles maisons, d'où l'on entend bruire, hein, Métrigratia. Bon, d'où l'on entend bruire et germer les moissons. Ils vont, les beaux enfants, dans ces clos sans concierge, ce sont des espèces de terrains libres, vagues, etc., des jardins accessibles,
Ainsi que d'arbre en arbre, un doux fil de la Vierge va dans les jours d'été s'allongeant au soleil. Okay. Donc le fil de la Vierge se trouve chez Marceline et on peut donc penser qu'effectivement ce passage-là a été au moins favorisé, n'est-ce pas, par le souvenir du poème de Marceline. Ce n'est pas le seul écho de ce poème de Marceline dans Mémoire. Il y en a encore un autre qui est tout à fait clair. Tout à fait clair. Bon. Alors vous voyez ce qui se passe. Hein. Donc on a affaire à quelque chose d'assez compliqué, hein, parce qu'au fond, si on veut comprendre tout ce qui s'est passé, donc on doit partir de ça, fatalement, hein, le premier état du vers où il est question des réseaux limpides, et puis on s'aperçoit que ça vous renvoie hein, vers le carreau, l'eau, l'humide, les bouillons, etc., mais aussi vers l'araignée du matin, les fils de la Vierge, etc., et que ça trouve ensuite un écho hein, assez clair dans toute cette strophe, n'est-ce pas, où Madame est comparée à une Vierge, mais une Vierge qui manque d'humilité. Bon. Du coup, on peut comprendre un peu mieux Neige, hein, parce que Neige a quand même posé des problèmes, n'est-ce pas? Alors, Neige, bon, il y a deux choses pour Neige, n'est-ce pas? Il y a la couleur, d'un côté, et il y a l'abondance. OK? Hein, c'est-à-dire que neiger employé figurativement, en principe, bon, vous avez d'un côté la couleur, blanche, bon, les fils de la Vierge, etc., c'est une lumière très forte, très blanche, etc., etc. On n'est plus du tout dans le royaume de l'ombre, qui est celui du début du poème. L'abondance, ça s'explique aussi, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, elle a des fils, elle produit une progéniture nombreuse, hein, chose qui dégoûtait Rimbaud, hein, bien entendu. Chose qui dégoûtait Rimbaud, hein, puisque quand les rares cas où il parle de la maternité, c'est toujours complètement négatif, n'est-ce pas? Il parle notamment de l'impératrice Eugénie et il dit que c'est un paquet c'est pas elle. Il parle de la femme génitrice et il dit que c'est un paquet d'entrailles, hein, carrément, n'est-ce pas? Bon. Et donc, vraisemblablement, Neige, c'est à la fois l'abondance et la couleur. Vraisemblablement, c'est les deux. Bon, ok. C'est clair? Bon. Non, mais du point de vue cognitif, maintenant, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que si on regarde l'ensemble de ce genre de données, ça veut dire que vous avez une activité cérébrale intense, avec une exploration du lexique et de toutes des zones conceptuelles différentes, n'est-ce pas, qui sont activées, ce qui est tout à fait contraire au traitement online normal du langage. Parce qu'évidemment, dans le traitement du langage online, qu'est-ce qui se passe? On vous envoie un mot, pendant un empan très court, les différentes acceptions de ce mot sont activées. Hein, c'est l'expérience de Sweeney sur le fait que... Ça ne vous dit rien? Non. En fait, c'est très clair, c'est très simple. C'est une expérience qui a montré ceci. C'est que si vous utilisez un énoncé qui est ambigu. L'énoncé de Sweeney, c'était un énoncé ambigu parce qu'il était question du fait que dans In a Room, il y avait des bugs. C'est ancien, hein? C'est pas bug, c'est soit des punaises, des insectes, hein, qui peuplent les hôtels de basse qualité, soit des microbes. Alors, ce que faisait Sweeney, c'est envisager donc un contexte favorable à l'idée d'espionnage, hein, il était question d'espion, et puis la phrase apparaissait, et de l'autre côté, un contexte favorable aux insectes, donc il était question qu'il y avait une inspection de l'hôtel, enfin je ne sais plus très bien, mais c'est ce genre de truc, et puis vous aviez aussi un contexte neutre. OK. Et alors, ce qu'on s'attendrait à avoir comme effet, c'est que le contexte où il est question d'espionnage favorise d'emblée l'acception micro, et le contexte où les questions d'un hôtel mal tenu, etc., favorise d'emblée l'acception punaise. Alors, au moment où les sujets entendaient la phrase en question, qui est ambiguë, ils devaient reconnaître, ils avaient une tâche de reconnaissance de mots. Et donc, ils devaient reconnaître soit un mot genre espion ou des trucs comme ça, soit un mot du genre mouche ou araignée, etc. Voilà, des trucs comme ça. Et ce que Sweeney a trouvé, c'est que pendant un certain temps, si vous prenez par exemple le contexte d'espionnage, et qu'apparaît la phrase, et qu'apparaît
le mot araignée, par exemple, eh bien, sa reconnaissance est favorisée, malgré le fait que le contexte précédent interdit la lecture insecte. Donc ça veut dire que pendant un moment, malgré le contexte précédent, les deux lectures sont activées. Et puis, si on teste à une distance temporelle plus grande, c'est très court, hein, mais si on teste, à ce moment-là, c'est fini. C'est-à-dire, il n'y a plus cet effet. Donc ce que ça veut dire, alors Fodor a tiré de ça, évidemment, des arguments très très forts en faveur de la modularité. Hein. Il a dit, ben voilà, c'est très clair, c'est un processus modulaire stupide, hein, comme il appelle ça, etc. Donc, qui n'est pas un processus central. Hein. Et puis alors après, au bout d'un moment, le processus central se met en route, non modulaire, c'est-à-dire l'esprit non divisé en capacités complètement dédiées à des tâches précises. Hein. C'est-à-dire, si vous prenez la totalité de l'esprit, vous avez toutes sortes, ça c'est l'idée fodorienne, hein, vous avez toutes sortes de modules, hein, un pour reconnaître la face humaine, un autre pour traiter les items lexicaux, etc. Hein, et puis vous avez un système central qui, lui, est accessible à tout, a accès à tout. Bon, et donc ce qui se passe, évidemment, pendant un moment, c'est ça qui est activé. Et donc, vous avez affaire à un processus stupide. Pourquoi c'est stupide? Donc, s'il est question d'espionnage, à quoi ça sert d'activer, évidemment, l'acception insecte? Mais quand même, c'est activé pendant un moment, et puis il y a un veto. Moi, j'aime bien l'idée du veto, même pour les trucs de Libé. Je sais bien, je ne suis pas d'accord avec Clermont là-dessus. Je trouve que, bon, enfin, bon, peu importe. Hein, donc... non, mais bon, c'est clair, c'est un phénomène de veto, ça c'est très clair. Bon, et puis le système central produit un veto. C'est-à-dire, il bloque évidemment la lecture insecte. Bon, ok, bon. Alors, ce qui se passe évidemment quand on est face à ce genre de truc-là, on a l'impression que les vétos ne fonctionnent plus. C'est-à-dire, on est dans de la pensée symbolique et apparemment, ça peut aller n'importe où. Ce qui, pour moi, est indicatif du fait que le traitement symbolique, c'est un traitement central, ce n'est pas modulaire, c'est un traitement central. Là, je suis en désaccord profond avec Sperber actuellement, par exemple, qui pense que l'esprit, c'est juste une accumulation de petits modules, hein, etc. Je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que la pensée symbolique, ça se situe dans un truc, et que là, tout est toujours accessible. En plus, la temporalité n'est pas du tout la même, évidemment. La temporalité de la compréhension d'une phrase dans l'expérience de Sweeney et la temporalité du travail d'écriture de Rimbaud, ce n'est pas du tout la même chose. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc des mécanismes qui font intervenir pas seulement des concepts, hein, mais aussi les concepts en tant qu'ils sont encodés par des mots dans les représentations publiques du langage dans lequel l'auteur du langage est éventuellement d'un autre. Parce que si vous travaillez sur les auteurs latins, non seulement ça opère sur les représentations publiques en latin, mais aussi implicitement parfois sur les représentations publiques en grec qui leur étaient accessibles. C'est-à-dire que ah oui, si vous travaillez sur des auteurs latins, il y a parfois des passages où il faut supposer que le mot grec, même s'il n'est pas dans le passage, hein, il y a beaucoup de monde, mais vous pouvez vous installer là au coin. Là. Il faut supposer, il n'y a personne d'autre à l'extérieur, puisqu'il y a une interruption. Donc il faut supposer, hein, si vous travaillez sur des auteurs latins, parfois il faut supposer que le mot grec, même s'il n'est pas littéralement, il n'est pas présent dans le passage, est quand même activé. Il y a des travaux très intéressants là-dessus, notamment un gars qui s'appelle Pascalis qui a fait un travail sur Virgile, tout à fait intéressant à ce sujet, extrêmement intéressant. Et ça marche très très bien. Hein. Bon, ok. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire vous avez non seulement l'accès, évidemment, à des concepts, vous avez accès aux représentations publiques que ces concepts reçoivent, au moins dans la langue de rédaction du texte, éventuellement même d'ailleurs dans d'autres langues et de manière éventuellement implicite pour ces autres langues. Ok. Alors, je voudrais quand même dire un mot du passage Madame est trop debout, etc. etc. Je vous le relis, hein, parce que c'est quand même assez intéressant. Bon, on peut considérer sans exagération, que c'est à la limite, c'est pas du français, hein, d'une certaine façon, à la limite. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? C'est dans Mémoire. Donc,
Madame se tient trop debout dans la prairie. Déjà, hein, je veux dire, vous auriez une rédaction, vous diriez c'est pas bon. Hein. Ça illustre d'ailleurs, c'est pour ça que le concept de style classique n'est pas applicable à la poésie. Parce que parfois la poésie est, du point de vue de la langue ordinaire, mal écrite. Et parfois elle est même écrite agrammaticalement, carrément. Il y a plein d'agrammaticalité, n'est-ce pas, dans des textes poétiques, à commencer par ce qu'on appelle les inversions, n'est-ce pas? Des choses du genre quand du temple voisin la cloche a sonné, où on ne peut pas faire, en linguistique c'est connu, on ne peut pas extraire d'une proposition subordonnée introduite par quand. Si je dis quand du garage je ne trouvais pas le téléphone, je veux dire hein, voilà, etc. Hein. Et non, c'est pas ça, c'est du temple voisin quand la cloche a sonné. Donc c'est du garage quand je ne trouvais pas le téléphone. C'est agrammatical. Ça ne sert à rien de dire « Ah non, c'est une licence ». Mais non, c'est grammatical, tout simplement. Il y a les contraintes d'extraction dans les grammaires formelles qui sont connues. Simplement, ça marche en poésie, parce qu'on peut le faire. Bon. Et on peut le faire parce que c'est en interface avec l'organisation métrique et des trucs de ce genre-là. Bon. Enfin, mais ça, c'est un autre problème. Donc, bon, Madame se tient trop debout. C'est pas très bon, hein, si vous prenez ça comme de la prose banale. Hein. Madame se tient trop debout dans la prairie, prochaine où neigent les fils du travail, l'ombrelle au doigt, foulant l'ombelle. Alors, le fameux passage, trop fière pour elle, des enfants lisant dans la verdure fleurie. Hein, donc, trop fière pour elle, des enfants lisant dans la verdure fleurie. Donc, Madame est trop fière pour elle des enfants lisant, etc. Bon. Alors, c'est intéressant parce que Albert Henry, qui était un grand stylisticien, il s'est intéressé à mémoire. Et il disait la ponctuation du manuscrit n'est pas bonne. En fait, elle est trop fière pour elle, point. Et puis suit une phrase nominale, des enfants, etc. Bon. Mais ça ne marche pas parce que ça ne colle pas. Je veux dire, Rimbaud n'était pas un gars qui écrivait n'importe comment, hein, même dans ses manuscrits. Pas du tout. Ça ne colle pas du tout. Non, elle est trop fière pour elle des enfants. Alors là, je reprends un peu ma prose, parce que, bon, quel est le problème? Le problème est assez compliqué. Hein. En gros, c'est ceci. On ne doit pas faire de pause, personne... Non, mais bon, parce que c'est respectable. Hein. Bon, mais oui, voilà. Donc, on sait que fier peut se combiner à la fois avec de et avec pour. Madame est fière pour ses enfants, Madame est fière de ses enfants. Fabienne a fait un article là-dessus. Bon, être fier pour, alors je vous lis, hein, parce que bon, l'émotion qui consiste à être fier pour n'affecte le sujet qui en fait l'expérience que d'une manière indirecte. Hein, pourquoi? Parce que ça découle de l'évaluation d'un état de choses dont peut être tenu responsable ou bénéficiaire le référent humain du syntagme nominal précédé par la préposition. C'est-à-dire, je peux être fier pour mes enfants à cause de leurs résultats à l'école, d'accord? Mais éventuellement, c'est aussi parce que mes enfants sont bénéficiaires de ce que je fais. Céline Dion a dit dans une interview, « Je suis fier pour mes enfants ». Et ça voulait dire, non pas que ses enfants avaient fait des choses extraordinaires, mais que son orgueil incommensurable lui faisait dire que ses enfants, évidemment, allaient être fiers d'elle. C'est ça que ça veut dire. Je suis fier pour mes enfants parce que mes enfants vont être fiers de moi. Ah oui, c'est ça. OK? Bon. Donc, ça, c'est les deux lectures. Vous voyez, Madame est fière pour ses enfants, c'est soit elle est fière parce que ses enfants ont fait des choses qui méritent qu'on en soit fier si on est la maman, n'est-ce pas, etc. Bon, donc ils sont, eux, responsables. Bon. Ou bien, ils sont les bénéficiaires. Bon, OK. Elle est fière pour ses enfants. Bon. Donc, par exemple, si vous prenez la phrase 1, hein, Madame est fière pour ses enfants,
au fond, madame est fière pour ses enfants tout court. S'il n'y a pas un contexte, on se dit qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait, ou, voilà, etc. Bon, Céline Dion, on comprend évidemment. Quand elle dit je suis fière pour mes enfants, elle venait d'avoir une décoration au Canada. On lui avait donné la médaille de je ne sais plus quoi, etc. Ah, elle a dit je suis fière pour mes enfants. Bon, voilà, tout le monde comprend. Bon. Mais si vous croisez votre épicier qui dit je suis fier pour mon fils, vous allez dire et pourquoi, etc. Bon, tandis que s'il dit je suis fier de mon fils, bon, vous pouvez vous demander pourquoi, mais au fond, voilà, je suis fier de mon fils. C'est quand même plus banal. Plus banal. Bon, ok, voilà. Ça, c'est le premier truc. Ok. Et alors, évidemment, cette information additionnelle se verbalise avec 2. Madame est fière pour ses enfants de leurs résultats. On peut mettre à cause d'eux, mais on peut mettre 2 tout court. Hein. Ou madame est fière pour ses enfants de l'hommage qu'on lui a rendu. Ça, c'est Céline Dion. Elle est fière pour ses enfants de l'hommage qu'on lui a rendu. Bon. Bah, fière d'eux, bon, ben voilà, c'est autre chose. En plus, on peut être fier de choses pour lesquelles on ne peut pas être fier. C'est-à-dire, je peux dire que je suis fier de mon canari. Mais être fier pour mon canari, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Ou bien, en quoi est-ce qu'il va être fier de moi? Ah oui, hein, on peut être fier de son canari. Il a de belles couleurs et tout ça. Mais non, mais vous riez, mais c'est très sérieux. Non, mais bon, voilà, ok. Bon, donc la fierté pour, c'est une émotion beaucoup plus objective, beaucoup plus distante que la fierté de. Et moins banale d'ailleurs, hein, moins banale. Et c'est là-dessus que Fabienne avait travaillé. Hein. Oui, elle travaille sur la honte, mais c'est la même chose. Être honteux de Dutroux, ça t'affecte toi, mais être honteux pour Dutroux, entre parenthèses, c'est un peu bizarre, hein, je suis honteux pour Dutroux. Hein, parce que ça voudrait dire, je ressens une émotion à cause... bon, hein, voilà. Ok. Bon. Donc elle a travaillé sur la honte, mais c'est le même problème. Hein. Donc, alors, la fierté qu'un individu ressentirait pour lui-même, je suis fier pour moi, ou pour moi-même, c'est assez curieux, n'est-ce pas? Parce que ça voudrait dire qu'il doit évaluer de l'extérieur un état de choses dont il s'estimerait lui-même responsable ou bénéficiaire. Vous voyez, il doit s'objectiver, il doit s'instituer en objet extérieur à lui-même. Je suis fier pour moi. Hein, vous êtes dédoublé pratiquement si vous dites ça. Je suis fier de moi. J'ai monté un meuble Ikea, je suis fier de moi. Vous n'êtes pas dédoublé. Mais je suis fier pour moi. Vous êtes dédoublé, n'est-ce pas? Bon, ok, bon. Donc il y a un dédoublement. Or, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Elle est trop fière pour elle. Et en plus, il ne met même pas le réfléchi. Il ne met même pas trop fière pour elle-même. Alors que le même améliore l'énoncé, n'est-ce pas? C'est meilleur avec même que sans même. Ok? C'est-à-dire que si vous prenez Madame est fière pour elle-même de ses enfants et Madame est fière pour elle de ses enfants, c'est encore plus mauvais sans le même. Hein? Et c'est ce qu'il fait. Ok? Alors, s'il était tout simplement fier de ses enfants, émotion très fréquente chez les parents, n'est-ce pas? On s'attendrait à ce que le nom enfant soit déterminé. Hein? On s'attendrait à ce qu'elle soit fière de ses enfants. Mais pas qu'elle soit fière des enfants. C'est un peu bizarre de dire Madame est fière des enfants. Ok? Ça irait. Dans quelles conditions est-ce qu'on peut dire Madame est fière des enfants? Mais par exemple, si c'est prononcé, par exemple, par une servante qui parle de Madame, et qui dit Madame est fière des enfants. Ça marche. Hein? Par quelqu'un d'autre que Madame. Ok? Hein? Bon, ça marche. Mais ici, on ne voit pas bien qu'il n'y a pas de servante, on ne voit pas très bien, n'est-ce pas? Bon, ok. Ou bien, ça pourrait être du style indirect libre. Hein? Quelque chose comme, comment dirais-je, Madame penserait, je suis fière des enfants, mais d'une certaine façon, comme si elle s'adressait à son mari, par exemple. Elle pourrait dire à son mari, je suis fière des enfants. Ça marcherait. Mais alors, il faut quelqu'un de proche de la famille à qui elle... Vous voyez, il faudrait un sujet de conscience qui gravite autour et qui permette que le possessif ne soit pas là. Hein, parce que quand on parle des enfants, c'est parce qu'on est dans un cercle. Voilà. OK? Bon.
Ok. Or, il n'y a aucune raison ici, n'est-ce pas, de postuler la présence de quelques domestiques. Et en plus, on a le trop. Le trop exclut que ce soit du style indirectif, parce que trop, je sais bien qu'aujourd'hui, trop veut dire très. Hein. Je suis trop content. Mais ça, c'est récent. Hein, il y a 10-15 ans, au maximum, n'est-ce pas? Mais dans le français de Rimbaud, trop, ça veut dire qu'elle est trop. Elle est trop fière. Hein? Il y a un excès. Ça ne veut pas dire très. Hein? Donc, voilà. Donc, bon, ça bloque. Donc, le sujet de conscience, qui ça peut être? Le sujet de conscience, c'est sans doute le locuteur, l'égo-locuteur du poème, mais dont on n'a aucune raison de penser que ce soit un domestique ou quelque chose, ou le conjoint, vous voyez ce que je veux dire. Et si c'est un enfant, ça ne va pas. On ne voit pas un enfant dire « Maman est fière des enfants ». Ça ne va pas, parce que lui-même étant dans... Vous voyez, il faut... Bon, ça ne marche pas non plus. Bon, donc, si c'est ça, si c'est l'égo-locuteur, et en fait, il y a tout indique que c'est quelqu'un qui est dans un lien de parenté avec madame, et en fait, autobiographiquement, etc. Bon, c'est Rimbaud, entre guillemets, quoi. C'est l'égo rimbaldien. Bon, c'est... Voilà. Alors, on doit maintenant reconstruire l'état mental de madame. OK? Donc, il faut supposer alors je me cite, hein, parce qu'elle jette sur sa propre personne et sur ses enfants un regard totalement dénué d'empathie. Ah oui, hein? Trop fière des enfants, etc. Donc elle les objective, elle les met comme totalement d'empathie, n'est-ce pas? Qu'elle se considère et qu'elle les considère, parce qu'elle-même, hein, qu'elle se considère et qu'elle les considère comme des entités extérieures auxquelles ne la rattacherait qu'une stricte évaluation intellectuelle des actions et des événements. Elle n'a pas d'émotion à proprement parler, en tout cas pas une émotion qui entretient une émotion du premier ordre. Je reviendrai à ça dans un instant. Hein? Bon, ok. Et c'est très difficile de simuler cet état. Hein? C'est-à-dire que moi, j'arrive bien à simuler l'état je suis fier de mes enfants, je comprends ce que ça veut dire. Enfin, OK, même je suis fier de mon canari. Hein, bon. Mais je suis fier pour moi de mes enfants. Essayez de dire mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne fait rien. En fait, ça ne fait pas remuer les viscères, d'une certaine façon. Hein. C'est très, très intellectuel, très, très, très froid. OK. Bon, alors bien entendu, toute la question qui intéresse beaucoup les Rimbaldiens, ça ne vous intéresse pas, mais eux, ça les intéresse beaucoup, c'est est-ce que c'est madame qui était comme ça ou c'est Rimbaud qui voit comme ça? Madame, hein, ça c'est le gros... J'en parlais tantôt. Moi, je suis favorable à la seconde hypothèse, personnellement. Je pense qu'il y a une sorte d'ossification du souvenir qui devient une pure mémoire. Bon, je reviendrai à ça dans un instant. Hein. Bon, et au fond, ça nous rappelle quoi? Ben, ça nous rappelle... des travaux que vous connaissez sans doute, certains d'entre vous, hein, les travaux de Damasio, par exemple. Vous savez que Damasio a montré, hein, enfin il n'est pas le seul, hein, c'est bien connu aujourd'hui, hein, que les émotions dites du second ordre, être fier de ses enfants, ce sont des émotions qui impliquent des contenus propositionnels, mais qui sont corrélées à des émotions du premier ordre, hein, qui sont des états mentaux qui n'ont pas un contenu propositionnel, mais qui sont liés à des modifications corporelles, notamment des viscères. N'est-ce pas? Je veux dire, les viscères modifient leur état. N'est-ce pas? Bon, enfin, l'état des viscères se modifie plus exactement, pour parler français. Pour parler français. Bon, hein, donc, une émotion normale comme être fier de son chien, hein, c'est une émotion hein, qui implique un contenu propositionnel, etc., qu'il est beau, quel beau poil, etc., etc. Mais en même temps, il y a une émotion du premier ordre. Hein, il se passe quelque chose dans votre corps. Okay, quelque chose. Bon, ça n'est pas nécessairement très intense. Hein. Bon, évidemment, on peut mentir. Hein. On peut dire, je suis fier de mon chien, mais oublions la personne qui dit ça. Hein. Bon, OK. Et on peut... Bon, alors, où en étais-je? Bon. Tandis qu'ici, je suis fier, madame est fière pour elle de ses enfants, on ne voit pas, n'est-ce pas, comment on peut retomber sur une émotion du premier ordre. Et donc tout le problème, c'est de savoir cette construction extrêmement marquée de Rimbaud, hein, est-ce qu'on trouve d'autres cas
n'est-ce pas, dans l'interaction entre sa mère et lui, où on a la même chose. Eh bien, il y en a un. Il y en a un. C'est connu, c'est les poètes de 7 ans. Je ne sais pas si vous connaissez les poètes de 7 ans. Bon, donc, il parle des poètes de 7 ans, c'est-à-dire il parle de ses 7 ans. Hein. Alors, une des dimensions des poètes de 7 ans, c'est la chasse à la masturbation. Hein. C'est-à-dire que, ils s'enferment dans les toilettes avec des magazines où il y a des Italiennes et des Espagnols, etc. Et la mère, évidemment, c'est le fameux panopticon. À partir du XVIIIe siècle, la société a été obsédée. Il y a un très beau travail de Jean Stengers là-dessus, et d'Anne Van Eyck, dont certains d'entre vous se souviennent peut-être. Je parle d'Anne Van Eyck. Non. Quelqu'un se souvient? Non. Ils avaient écrit un travail sur l'histoire d'une grande peur, la masturbation, et il a montré qu'en fait, c'est très récent. Ça date du XVIIIe. Si vous lisez la littérature latine et grecque, par exemple, c'est considéré comme une activité tout à fait normale. Ça ne pose aucun problème. À partir du XVIIIe, ça a été médicalisé. C'est-à-dire que les médecins s'en sont emparés et en ont fait à la fois une pratique nocive pour la santé, n'est-ce pas? Moi, encore jeune, n'est-ce pas, on m'a abreuvé de trucs du genre ça rend fou, enfin des trucs comme ça. Oui, c'est bon. Et deuxièmement, c'était considéré, donc c'était nocif, mais c'était même considéré comme une maladie, une sorte de maladie mentale. Hein. Et d'ailleurs, si vous lisez Freud, il est encore entièrement là-dedans, n'est-ce pas? À la différence de l'autre, Havelock Ellis, qui lui, au contraire, dit, voilà, hein, Freud n'est pas du tout le progressiste qu'on croit, n'est-ce pas? Loin de là. Hein. Bon, bref. Donc, c'est la même chose pour l'homosexualité, d'ailleurs, c'est exactement la même chose. Bon, alors, ce qui se passe, c'est que dans la famille bourgeoise, c'était quand même de la petite bourgeoisie, mais enfin, ils n'étaient pas pauvres, hein, les Rimbaud, ils avaient des terrains, etc. Hein, bourgeoisie campagnarde, mais avec quand même des possessions, il y avait des domestiques, etc. C'était une obsession. Donc, il s'enferme aux toilettes, évidemment. Le problème, c'est qu'il en sort et il tombe sur sa mère. OK. Et alors, qu'est-ce que ça dit? Hein? La mère est très fière. Elle ne sait pas voir dans les yeux bleus de ses enfants, dans les yeux bleus, l'âme de son enfant. Et elle a le bleu regard qui ment. Alors évidemment, ça peut vouloir dire qu'elle fait semblant de rien, mais lui aussi fait semblant de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Seulement, il projette sur elle le mensonge. Hein? Pourquoi? Parce qu'évidemment, elle l'a surpris à ce qu'il appelle des pitiés immondes. Bon, etc., etc. Bon, je vous passe le détail. Bon, donc, ce passage est représentatif d'un travail extrêmement violent sur la langue. On frôle l'inacceptabilité. Hein. Mais ça a pour but, en fait, de caractériser un type d'état mental finalement assez précis. Quand on arrive au bout, on comprend à peu près ce que ça veut dire. Alors, ce qui est intéressant, j'en parlais avec toi, c'est comment est-ce que ça peut être traduit? Bon. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui traduisent Rimbaud. Alors, il y a deux Américains, Seth Whedon et un autre dont le nom m'échappe. Enfin, je ne sais plus. Bon, l'un des deux, c'est l'éditeur de Parade sauvage, la revue rimbalienne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traduit Mémoire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font du mot à mot. C'est-à-dire, c'est pas de l'anglais. C'est-à-dire, ils traduisent mot à mot, n'est-ce pas, dans l'ordre où ça apparaît chez Rimbaud. C'est-à-dire que c'est évidemment intraduisible. C'est-à-dire, c'est pas traduisible. Donc, ils font du mot à mot complet. N'est-ce pas, en laissant donc au lecteur le soin d'interpréter. Mais c'est encore pire, évidemment, en anglais qu'en français. Oui, parce que, le mot à mot, déjà, il n'est pas bon quand c'est sur des textes clairs et acceptables. Et sur un texte inacceptable, le mot à mot, évidemment, il multiplie par. Hein, c'est un effet. Mais c'est ce qu'ils font, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est le renoncement total à essayer de capter le contenu de ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui. Bon, donc moi, c'est un passage qui m'a servi de façon assez intéressante pour mettre en lumière le fait que vous avez quand même intérêt, quand vous travaillez sur la poésie, pas seulement, hein, mais bon, ici c'est de la poésie, vous avez quand même intérêt à avoir une
bonne connaissance et je dirais une curiosité systématique pour la philosophie des états mentaux, la psychologie des états mentaux et des choses de ce genre-là. Parce que je pense que beaucoup de problèmes en poétique sont rendus obscurs et compliqués à force d'être simples. C'est vraiment curieux. Je vais vous donner un autre exemple qui n'a rien à voir. Hein. On va maintenant laisser tomber ça. C'est un exemple qui m'intéresse parce qu'on m'a demandé un article dont je n'ai pas écrit la moindre ligne sur la répétition, mais c'est pour le mois de mars. Hein, bon. Et donc c'est sur la répétition. On m'a dit, puisque vous êtes une autorité sur la répétition en poésie, ce qui n'est pas le cas, mais non, la grande autorité, c'était mon grand ami et le grand poéticien qui était Nicolas Ruet, hein, dont j'ai un souvenir. Je ne pouvais pas savoir qui c'était. C'est difficile à expliquer. C'était vraiment quelqu'un de fantastique. Et bon, bref. Et donc, il a beaucoup travaillé là-dessus, sur le rôle des répétitions dans la syntaxe musicale, par exemple. Il a montré des choses vraiment extrêmement importantes. Bon, hein, alors il y a, comment dirais-je, ce qui me frappe, c'est qu'on dit, bon ben voilà, la répétition en poésie. Alors je vous donne un passage de Verlaine, c'est dans Les Arièdes oubliées, de Romance sans parole, hein. C'est « Oh triste, triste était mon âme ». Évidemment, la suite, parce que la poésie est évidemment hyper stéréotypée par ailleurs, hein, à cause d'une femme. Bon, vous avez évidemment là, vous avez 2 répétitions. Ce sont des répétitions, ce n'est pas des réduplications. Hein? C'est-à-dire la réduplication, c'est un procédé morphologique qui enrichit le lexique. C'est-à-dire, si vous dites à quelqu'un « je suis triste hein, », il peut vous répondre « triste, triste ». Non, pas à ce point-là. Et vous voyez l'intonation, hein. Il ne faut pas de pause, il n'y a pas de virgule à l'écrit, c'est « triste, triste ». Bon, il faut partir maintenant. Maintenant. Bon, dans 5 minutes quand même. D'accord, hein, voilà. Ça, c'est de la réduplication. Mais ici, c'est pas ça, c'est pas « oh, triste, triste ». C'était mon âme. Non, c'est « oh, triste, triste, était mon âme hein. ». C'est une répétition. Et puis vous avez « à cause d'une femme ». Bon. Alors bon, hein, je veux dire, le stylisticien traditionnel va vous dire, voilà, il y a une répétition, figure, etc., etc. Mais en fait, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que bon, une répétition, quand on parle, ça peut être un symptôme. On peut répéter parce qu'on bafouille, parce qu'on est ému, parce qu'on est... Hein, bon, voilà. Bon. Mais ça peut aussi être intentionnel. C'est-à-dire ça peut être de la signification naturelle, au sens de Grice. Hein. Bon, par exemple, ça peut indiquer que je suis angoissé, ou joyeux, ou peu importe. Mais ça peut aussi être de la signification non naturelle, c'est-à-dire je produis une répétition dans le but hein, de signifier quelque chose, pour dire les choses simplement. Ça peut être intentionnel. Alors déjà, il y a un problème parce que l'interprétation non naturelle est très, très accessible pour « oh, triste était mon âme ». Mais pour le « à cause », c'est déjà moins clair. À cause. À cause, ça ressemble plus à un symptôme. Évidemment, ce n'est pas un symptôme chez Verlaine écrivant le poème, mais je parle de l'ego locuteur du poème. Est-ce que c'est 2 fois un signe non naturel, ou bien est-ce que c'est 2 fois un signe naturel ? Le problème, c'est qu'on aurait envie de dire plutôt que là, c'est quand même plutôt non naturel, et là, c'est plutôt naturel. Parce que répéter à cause, même intentionnellement, ça va, hein, mais c'est si on veut introduire une nuance à cause. Mais ça ne marche pas ici, ce genre c'est un accent d'intensité et tout, ça rend... Enfin, ça donne une lecture qui est complètement... Hein, oh, triste était mon âme, à cause d'une femme. C'est un peu... Ça ne va pas bien. Bon. Donc déjà, donc ça veut dire que déjà, il faut tenir compte d'états mentaux différents. Hein. Ah oui, parce que l'intention de produire une répétition... Hein, enfin...
hein, l'état mental qui consiste, qui est à la source d'un comportement intentionnel générant une répétition, véhiculant une signification, un signe, une signification non naturelle, n'est pas le même que l'état mental, et physiologique d'ailleurs, qui génère une répétition, qui est un symptôme, et qui véhicule une signification naturelle. Bon, je parle évidemment de l'ego locuteur du poème, parce qu'évidemment, le poète lui-même, c'est autre chose, c'est intentionnel. Bon, mais alors il y a un autre point, évidemment, c'est que c'est écrit en vers, et donc évidemment, vous êtes dans un système métrique qui lui-même est fondé sur la répétition. Ah oui, hein, puisque c'est le principe jacobsonien, n'est-ce pas, des équivalences et des parallélismes, etc. Et en plus, vous avez ici, du point de vue accentuel, hein, c'est une accentuation complètement iambique, hein, ce qui n'est pas très courant en poésie, n'est-ce pas? Oh, triste, triste était mon âme à cause d'une femme. N'est-ce pas? Verlaine, ça l'intéresse au moment où il écrit les romances sans parole, parce qu'il est intéressé notamment par la poésie accentuelle d'un poète belge bien oublié aujourd'hui, André Van Hasselt, hein, dont il trouvait que ce n'était pas si inintéressant. Il songeait à faire de la poésie accentuelle. Okay? Un vieux rêve en français, hein, de produire l'équivalent de ce qu'on a en italien, en espagnol, en anglais, etc., et ou bien l'équivalent accentuel d'une métrique quantitative, hein, c'est-à-dire simplement la transposition. Hein, ce serait évidemment, qu'est-ce que ce serait? Ô triste était mon âme. Ben, ce serait quoi? Ben, bon, un dimètre iambique. Voilà, tout simplement. Bon, à cause d'une femme. Bon. Alors ça ne s'arrête pas là, parce qu'on est dans les romances sans parole. Or, les romances sans parole, c'est de la poésie, donc littéraire, poésie littéraire, c'est pas de la poésie de chanson, mais ça imite la poésie de chanson. C'est le fameux, comment dirais-je, il y a de très bons articles par Benoît de Cornulier là-dessus, sur cette question. C'est-à-dire que les poètes écrivent dans une métrique littéraire, mais imitent la métrique de chanson. C'est-à-dire, ils ne respectent pas l'alternance des genres des rimes entre les strophes, ou bien ils font des répétitions de mots à la rime avec le même sens, comme dans Verlaine, n'est-ce pas? Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme, etc. Donc ils imitent en poésie littéraire des textes de chansons. Or, un des traits des textes de chansons, surtout lorsqu'ils sont dérivés de textes poétiques mis en musique et devenus textes de chansons, c'est qu'ils contiennent des répétitions imposées par la mise en musique. L'exemple le plus célèbre, c'est la Marseillaise, hein, Cornulier de nouveau, n'est-ce pas, ou Rouget de Lille écrit en alexandrin. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons qu'un sang impur abreuve nos sillons. Hein, ce sont deux alexandrins. Hein? Bon. Hein, donc, aux armes, citoyens. Hein, je mets un point d'exclamation, je ne sais plus quelle est la ponctuation de Rouget. Formez vos bataillons. Hein, marchons. Qu'un sang qu'impur, comme on disait, qu'un sang qu'impur abreuve nos sillons. Donc ce sont deux alexandrins, 6-6, hein, aux armes citoyens, marchons qu'un sang impur, abreuve nos sillons. C'est deux alexandrins. Qu'est-ce qui se passe? Rouget de Lille écrit donc ça en alexandrin, mais au moment où il met en musique, qu'est-ce que ça devient? Ça devient aux armes citoyens, marchons, marchons. Il réduplique marchons. Et ça, si vous regardez des mises en musique de poèmes par des musiciens, il y a tout le temps ça. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des réduplications, des répétitions, pas des réduplications. Enfin, c'est des réduplications au sens... bon, mais c'est des répétitions... Ce n'est pas des répétitions verbales banales. Ce sont des répétitions engendrées par l'interface avec la mélodie. OK. Bon, hein, de la même façon que, évidemment, hein,
dans les opérettes, quand on dit partons, 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 au fond, on dit une fois partons, n'est-ce pas, ou deux fois, on ne le dit pas 25 fois. Hein, et pourtant, quand on chante, on peut le dire 25 fois. Partons, partons, partons. Bon, ok. Eh bien, c'est un peu la même chose. Alors, ce qui se passe, évidemment, c'est que vous êtes dans une métrique qui imite la chanson, et donc, ça ressemble, surtout l'autre ici, le à cause, ça ressemble à ça. À cause d'une femme, et pour la mélodie, à cause d'une femme. Vous voyez, ça serait possible. Bon, ce n'est pas possible si on tient compte de la structure métrique, mais si on imagine qu'on ait affaire à un texte dont on ne connaît pas la métrique préalable, ça pourrait être des répétitions dues à l'exigence de l'interface avec la mélodie. Ça pourrait. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Intervient un troisième état mental très complexe qui est celui qui est en train d'imiter quelque chose que ferait celui qui mettrait en musique, etc., etc., etc. Donc, alors, ce qui veut dire qu'en réalité, derrière la répétition, hein, c'est une bête répétition, ce truc-là, derrière une bête répétition de ce genre, se cachent en fait d'abord des phénomènes profondément disparates, et deuxièmement, des possibilités d'attribution d'états mentaux, d'intention ou pas, etc., extrêmement diverses. Et je pense qu'une des forces de Verlaine, à l'époque de Romance, sans parole, parce qu'on m'a demandé un autre article sur Verlaine, figurez-vous, et je n'étais pas très inspiré, mais finalement, je me suis dit que j'allais m'intéresser au problème suivant. Verlaine a beaucoup écrit jusqu'à la fin de sa vie. Le dernier recueil, je ne sais pas si vous en avez vu, c'est quand même dur, hein, les odes et tout ça, les odes dans son bonheur. Bon, bref, liturgie intime, tous ces machins-là. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait donné, il y a 2 ou 3 ans, un texte issu d'un de ces recueils à un examen de poétique. Hein, les étudiants trouvaient pas mal de choses. Et au bout du compte, hein, en corrigeant ce qu'ils avaient répondu et en récupérant ce qu'ils avaient dit, etc., j'ai obtenu une sorte d'analyse extrêmement poussée de ce texte. C'est bourré de répétitions, c'est extrêmement structuré. Il y a plein de procédés intéressants à commenter, et pourtant, c'est épouvantablement mauvais. Je n'ai rencontré jamais personne qui ait dit « Oh, c'est extrêmement mauvais ». Et donc, ça pose le problème qui est classique en poétique. Georges Moulin, par exemple, reprochait à Jacobson de succomber au sophisme. C'est beau parce que c'est structuré. Et il disait, vous prenez n'importe quel poème, même le plus mauvais, qui est écrit dans une métrique régulière, c'est complètement structuré, et c'est pas beau, etc., etc. Et c'est vrai que, bon, il faut quand même faire attention à ça. Jacobson a souvent succombé à ça, à la différence de Nicolas Ruet, qui lui ne succombait pas à ça. Il se posait toujours le problème de savoir pourquoi là ça marchait moins bien, et des choses comme ça. Jacobson, pas du moment qu'il trouvait des structures. Bon, évidemment, il ne choisissait pas de mauvais poèmes. Mais le problème, c'est qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Ils ne comprenaient pas. Ils ont pris des mauvais poèmes, ils ont fait des analyses, ça était bourré de structure, de parallélisme, de chiasme. Bon. Hein? Alors, c'est un très gros problème. Un très gros problème. Pour toute personne qui travaille sur un art quelconque, c'est un très sérieux problème. Mais je pense que chez Verlaine, il y a une réponse possible. C'est qu'au moment où il écrit les romances sur la parole, sa dernière écriture, c'est bourré de répétitions aussi. Des états mentaux qui peuvent être à la source de la répétition, etc. De tous les scénarios mentaux possibles qui se décident. Et si on regarde les poèmes tardifs, sans doute, ça ne marche pas, parce qu'à la place de cette pluralité d'états mentaux, il y a de la rhétorique. Simplement. C'est-à-dire une sorte de rhétorique. Il fait de la rhétorique. Et ça nous renvoie à un problème, et là je vais terminer là-dessus, mais qui est un problème extrêmement intéressant, c'est le rapport entre poésie et rhétorique. Il y a beaucoup aujourd'hui, dans beaucoup d'écoles d'analyse littéraire, etc., on considère que c'est la même chose. Je suis en train de lire un bouquin sur la rhétorique de Cicéron. Bon, un peu politiquement compliqué à lire, d'ailleurs. On l'avait donné en compte rendu à l'autobus à un Italien qui me l'a renvoyé en disant « je n'en sors pas », etc. Qui a dit « trouvez quelqu'un d'autre, je vais le faire moi-même ». Virgile ou Cicéron, ben bon, c'est de la rhétorique, c'est de la poétique, etc. C'est tout le temps la même chose, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui mélangent les deux. Or, si on regarde notre
notre père à tous, Aristote, lui, il était extrêmement attentif à ne pas mélanger. C'est très très clair. Si on lit la rhétorique, il dit très clairement, on ne peut pas, en rhétorique, faire ça alors que, etc., etc., etc. Et d'ailleurs, si on lit la politique et la rhétorique, c'est clairement distinct. C'est clairement distinct. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Gordon Williams. Qui est mal vu, beaucoup de classiques, qui explique la crise de la poésie après l'époque classique à Rome, donc à l'époque néronienne et flavienne, qui explique ça, entre autres, par l'envahissement de la poésie par la rhétorique. Et d'ailleurs, c'est vrai, si vous lisez Buccain et ces gens-là, Esdras, il y a beaucoup plus de rhétorique que dans Virginie. Beaucoup. Bon. Donc c'est sans doute une piste pour notre Verlaine, c'est sans doute une piste, c'est-à-dire que dans la poésie tardive, en réalité, il fait de la rhétorique. C'est-à-dire qu'il utilise tout ça pour un propos qui d'ailleurs est souvent assez clair. C'est assez clair, c'est dévot, ou bien c'est l'inverse, etc. Tandis que quand on lit les romances sans parole, ça flotte. C'est Verlaine indécis. Verlaine imprécis, comme on dit, Verlaine, etc. Ce qui n'est pas négatif quand on parle de Verlaine. C'est ce qui attire sans doute beaucoup de lecteurs chez ce Verlaine. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est d'explorer cette piste-là, à la fois pour mieux comprendre le statut des répétitions dans, je dirais, de la grande poésie. Parce que les romances sans parole, c'est de la grande poésie. Bon, même si ça a l'air de rien, c'est très compliqué, oui, mais c'est compliqué pas parce qu'il y a un propos rhétorique derrière, c'est compliqué parce que les activités mentales qui sont mises à l'œuvre à travers les attributions fondamentaux sont très riches, et en même temps indécidables quelque part, il y a de l'indécision. Et de l'autre côté, évidemment, la rhétorique, où au contraire, vous avez une sorte de programme, par rapport auquel s'expliquent, comme des instruments, les procédés formels. Ben, je vais m'arrêter là. Vous avez encore des questions? Parce que au fond, vous êtes venu en amateur. Et vous êtes biologiste, c'est ça? Docteur en biologie. Et pourquoi êtes-vous venu au fond? Je lis sur le livre. Et ça vous a intéressé? Oui. Pardon? Je viens de loin, si vous savez. Ah, lui. Ah, de Pérou, mais... Ah, lui. Et voilà. Merci beaucoup. Et puis, il y a Cocteau et Christ. Ah mon Dieu!